Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. On l'appelle gaz hilarant, proto ou encore ballon puisqu'il s'inhale à l'aide d'un ballon de baudruche. Le protoxyde d'azote séduit de plus en plus de jeunes, en particulier les mineurs. Consommé d'abord entre amis pour rigoler, ce gaz paraît inoffensif. Pourtant, il est possible d'en devenir accro. Les autorités de santé tentent d'alerter sur ses effets parfois graves et irréversibles sur le corps et sur le cerveau. Cet épisode de Code Source réunit 3 journalistes du Parisien qui traitent régulièrement du protoxyde d'azote, Véronique Hunzinger, spécialiste santé, ainsi qu'Elisabeth Gardet et Mehdi Guerdane, tous les deux journalistes à l'édition locale du Parisien dans les Yvelines. Mehdi Guerdane, le 18 novembre 2025, vous faites la rencontre de Mohamed à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. Mohamed est un ancien accro au protoxyde d'azote. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments sur lui ? Alors il a 25 ans, c'est un prénom d'emprunt, il s'appelle pas Mohamed parce qu'il n'est pas très fier de ce qu'il a fait, ça apparaîtra au cours de la conversation. C'est un jeune homme qui vit dans un quartier populaire de la région de Mantes-la-Jolie. Encore une fois, il veut rester discret sur qui il est. Plutôt sportif, plutôt athlétique, il était surveillant dans un collège de la région. Mohamed, qui a accepté de témoigner dans votre article, vous raconte la première fois qu'il a consommé du protoxyde d'azote. Qu'est-ce qu'il vous dit à ce sujet ? Il me dit qu'il a commencé en 2020 avec une bande de copains, qu'il a commencé en allant acheter des petites capsules. Ça se vend à 1 € dans une épicerie du centre-ville de Mantes-la-Jolie. Et il a commencé donc avec sa bande de potes à faire gonfler ses ballons régulièrement les week-ends. Et qu'est-ce qu'il a ressenti quand il en a consommé pour la première fois ? Il s'est senti très léger, il a rigolé, il me disait qu'il a rigolé bêtement, mais ça n'a pas duré longtemps. Et c'est assez important parce que c'est ce qui explique plus tard qu'il va vouloir augmenter les doses. Ça a duré quelques secondes. On reviendra à Mohamed un peu plus tard dans cet épisode. Vous nous raconterez comment il est devenu accro. D'abord, Véronique Hunzinger, qu'est-ce que le protoxyde d'azote à l'origine ? Vous savez, on l'appelle parfois le gaz hilarant. C'est un gaz, mais son premier usage, c'est un usage médical. Alors à l'hôpital, on le mélange moitié-moitié avec de l'oxygène. C'est donné à travers un masque et c'est utilisé pour ses propriétés calmantes et anesthésiantes. Par exemple, pendant un accouchement, si la patiente ne souhaite pas de péridurale ou si c'était pas possible. Les dentistes l'utilisent aussi pour les soins dentaires un peu douloureux. Les infirmières peuvent aussi l'utiliser pour les pansements, pour tout ce qui fait mal. Et vous savez, quand on a une anesthésie générale, on met d'abord le masque, on reçoit du gaz hilarant et après, les produits d'anesthésie sont passés par voie veineuse. Le protoxyde d'azote est aussi très utilisé dans l'industrie. On en trouve par exemple dans le carburant des fusées. Et enfin, le protoxyde d'azote est aussi utilisé en cuisine dans des siphons pour faire de la crème chantilly. Depuis le début des années 2020, on en entend surtout parler pour son usage détourné, pour sa consommation à usage récréatif et pour l'euphorie qu'il provoque. Cette mode du gaz hilarant chez les jeunes, alors une vraie tendance semble-t-il, une vraie tendance. Le protoxyde d'azote. Sur Internet, on ne compte plus les vidéos de jeunes qui inhalent ce gaz. Les effets euphorisants ne durent qu'une minute à peine et ils provoquent des dégâts neurologiques irréversibles, parfois mortels. Qui consomme ce gaz et comment ? Les consommateurs, donc c'est essentiellement des jeunes adultes et des ados, en fait utilisent des petits ballons de baudruche, ceux qu'on trouve en supermarché pour les fêtes d'anniversaire des enfants. Ils mettent le ballon sur l'embout de la bonbonne, le gonflent de gaz et alors contrairement à l'usage médical, ce n'est pas mélangé avec l'oxygène, c'est utilisé pur et après on enlève le ballon et on inhale le contenu du ballon. Avec pour conséquence une espèce de sensation d'euphorie, d'état de flottement. C'est un effet qui dure à peine quelques minutes et c'est pour ça que souvent les jeunes consommateurs enchaînent en fait les inhalations de ballons, notamment dans des soirées ou dans des fêtes. Donc ce sont les jeunes qui en consomment le plus. Est-ce qu'ils sont nombreux ?
Selon les chiffres de l'Observatoire français des drogues, c'est entre 11 et 12% des 18-34 ans qui ont déjà expérimenté le protoxyde d'azote. Chez les 18-24 ans, c'est environ 3% de la population qui en a fait l'expérience dans l'année écoulée, un peu moins chez les 25-34 ans. Mais en revanche, ce qui est très inquiétant, c'est la consommation chez les adolescents. Il y a une enquête de l'Éducation nationale en classe de 3e où on a vu que 7,3% des garçons et 3,7% des filles avaient déjà consommé du protoxyde d'azote, ce qui est absolument énorme. Qu'est-ce qui attire les plus jeunes vers ce produit, le protoxyde d'azote ? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un produit qui est légal, qu'on trouve très facilement dans le commerce, dans les petites épiceries, mais aussi sur Internet dans des conditionnements beaucoup plus importants. On trouve des bonbonnes de environ 60 grammes de protoxyde d'azote qui permettent de faire à peu près 80 ballons. Ça coûte entre 25 et 30 euros, ce qui fait une trentaine de centimes d'euros pour chaque prise, ce qui est vraiment pas très cher. Et puis le dernier point, c'est que effectivement, il y a une méconnaissance totale du danger de ce produit par les jeunes. Ce gaz a des effets qui peuvent être effectivement dangereux pour la santé. Lesquels, par exemple ? Alors le premier risque, il est inhérent à toute prise de drogue, c'est la distorsion de jugement, donc il peut faire prendre des risques. Le deuxième risque, il est lié à la façon dont on utilise le produit, parce que dès qu'on presse un gaz, quel qu'il soit, ça provoque du froid. Donc en fait, les personnes souvent tiennent la petite bouteille entre les genoux et puis elle peut tomber. Donc ça peut faire des brûlures en fait par le froid, souvent au niveau des jambes. Et le troisième risque, c'est le risque qui est lié au manque d'oxygène, parce que comme on l'a dit, l'usage détourné du protoxyde d'azote se fait sans ajout d'oxygène, comme on le fait à l'hôpital. Et donc le risque, c'est tout simplement de manquer d'oxygène, donc ça peut mener très loin à des vertiges, à des malaises et à des cas extrêmes jusqu'au décès. Ça, ce sont les risques à court terme, mais pour une consommation sur le long terme, ça peut provoquer quoi ? Le protoxyde d'azote, en fait, a la particularité d'inactiver une vitamine qui est la vitamine B12. Et en fait, ça conduit à la destruction des neurones et donc des conséquences neurologiques qu'on voit d'abord sous forme de fourmillement, souvent dans les jambes. Puis peuvent apparaître des difficultés à la marche, voire aussi des paralysies. Donc, c'est des patients qui sont hospitalisés dans des situations assez graves, en fait. On avait déjà consacré un épisode de Code Source au protoxyde d'azote en 2021, quelques mois après l'interdiction à la vente de ces capsules à des mineurs. Elle avait été décidée en juin 2021. Malgré l'interdiction, il est encore très facile pour ces jeunes de s'en procurer. Elisabeth Gardet, au mois d'août, dans Le Parisien, cette année, avec votre collègue Thomas Di Quattro, vous prenez l'exemple de la commune des Mureaux, dans les Yvelines, 35 000 habitants. Comment ça se passe là-bas ? Alors dans le cadre de cet article, on a effectivement discuté avec un certain nombre de policiers, notamment un commissaire aux Mureaux, qui a constaté, comme un certain nombre de ses collègues ailleurs en Île-de-France, une augmentation de tout un circuit parallèle de vente dans la rue via des pôles de vente à la sauvette. Donc on a voulu aller voir ce qui se passait sur place. Thomas Di Quattro s'est mis dans la peau d'un acheteur potentiel. On avait identifié au préalable 2 points de vente. Et dans l'un des deux, à l'entrée d'une cité, il s'est retrouvé confronté à une énorme inscription sur un mur qui indiquait très nettement « Drive ballon 7 jours sur 7 », ballon puisque, on l'a dit, ce protoxyde d'azote est consommé via des ballons de baudruche. Il s'est approché d'un groupe de jeunes, feignant de vouloir en acheter, et l'un des jeunes lui a dit « écoute, voilà, tu tombes mal, le gars des ballons vient de partir, il reviendra probablement vers 19h, le drive en général c'est plutôt le soir, c'est très simple, tu viens, tu prends tes ballons, tu payes et tu repars ». Voilà, donc on a pu constater que ça se faisait dans la rue et que n'importe quel passant pouvait en acheter via ces poches de vente à la sauvette. Que deviennent les capsules ou les bonbonnes de gaz une fois qu'elles sont consommées ? Le commissaire des Mureaux que j'ai interrogé m'explique que ces dernières années, lui, ses collègues ainsi que les agents municipaux ou les bailleurs sociaux en retrouvent absolument partout, sur les parkings, dans les halls d'immeubles,
devant les sièges d'entreprises, en lisière de forêt, et c'est l'un des indicateurs qui leur permettent de dire que la consommation a augmenté. Le commissaire me dit que les lieux de consommation sont de plus en plus variés et que c'est désormais un usage qui dépasse largement le cadre festif qu'on pouvait connaître ces dernières années. Ces capsules sont aussi devenues le cauchemar des déchetteries. Expliquez-nous pourquoi. Alors effectivement, nous, Parisiens, on est alertés en juin 2024 par le président d'un gros syndicat de traitement des déchets parce que à cette époque-là, la porte d'un incinérateur est brisée en deux et les agents de traitement des déchets s'aperçoivent qu'à l'intérieur de l'incinérateur, il y avait des bonbonnes de protoxyde d'azote qui ont provoqué une explosion. Pour ce président du syndicat de traitement des déchets, c'est un peu la goutte d'eau, c'est-à-dire qu'il y a eu des précédents. Ce président de syndicat de traitement des déchets fait appel aux Parisiens en disant « Nous, on est complètement impuissants, il y a une urgence absolue ». Il fait valoir évidemment le danger pour ses agents qui peuvent être confrontés à ces explosions. À l'époque où on discute avec lui, en l'espace de 4 mois, c'est-à-dire entre l'hiver 2023 et le printemps 2024, ils ont relevé 22 arrêts techniques liés à la présence de protoxyde d'azote dans les incinérateurs. Il y a le coût des réparations à prendre en charge et puis le manque à gagner qui est lié à l'arrêt dans le processus de traitement des déchets. Comment font les autorités, dans cette ville des Mureaux ou ailleurs, pour tenter d'enrayer ce trafic de protoxyde d'azote ? Alors, comme pour le moment, il n'y a pas vraiment de cadre légal qui permette de mettre en place une répression spécifique vis-à-vis du protoxyde d'azote, de sa consommation, les forces de l'ordre tentent, comme pour tout trafic de stupéfiants, même si le protoxyde d'azote n'en est pas un, ils tentent d'entraver la vente et de compliquer la tâche des vendeurs, c'est-à-dire qu'ils opèrent des saisies dans les stocks, sur les points de deal, dans les halls d'immeubles, en concertation avec les municipalités et les bailleurs sociaux. Ils vont tenter de rendre le travail des dealers plus compliqué. Et puis, ils vont aussi tenter d'intervenir sur le terrain de la prévention, en lien avec l'éducation nationale, c'est-à-dire que les commissaires de police se déplacent dans les écoles pour essayer d'en expliquer les dangers. Mais leurs moyens d'action sont encore limités, c'est ça ? Leurs moyens d'action sont, pour le moment, très limités parce qu'il y a un vide juridique. Depuis un décret de mai 2021, la vente et la cession aux mineurs est interdite. Elle est interdite aux majeurs dans les débits de boissons et les débits de tabac, mais on peut toujours s'en procurer dans les supermarchés et sur Internet. Voilà, il suffit de cliquer « J'ai 18 ans » pour que ce soit possible. Tant que la vente n'est pas interdite à tout le monde, il y a évidemment des gens qui en achètent en gros, des grossistes, et c'est ça qui alimente le réseau parallèle, notamment la vente à la sauvette et ces fameux drives qu'on a évoqués via l'exemple des Mureaux dans les Yvelines. Mehdi Guerdane, on en revient au témoignage de Mohamed qu'on évoquait au début de cet épisode de Code Source. Après son premier ballon de gaz hilarant, en 2020, il a continué à en consommer de plus en plus, c'est ça ? C'est ça, donc il se réunit régulièrement avec ses copains et il va augmenter les doses progressivement pour retrouver l'effet hilarant, l'effet euphorisant, jusqu'à consommer des bonbonnes qui sont beaucoup plus puissantes, avec un impact beaucoup plus fort. Et il me disait qu'il pouvait en consommer 2, 3, 4 par soirée. Mais en 2023, il commence à ressentir des symptômes. Cette consommation-là, qui est croissante, voire exponentielle, va durer plusieurs mois. Et il me raconte que dans le quartier, on entendait parler d'un tel ou un tel qui était tombé, qui avait mal aux jambes, qui avait eu des symptômes bizarres. Donc il sentait bien qu'il pouvait être touché par ce mal et ces symptômes. Et en 2023, effectivement, les premiers symptômes arrivent. Il ressent brutalement, en quelques secondes, des douleurs aux jambes, des picotements, des fourmillements. Donc on est vraiment dans les symptômes qui sont régulièrement décrits par la littérature. Il me raconte aussi qu'il a du mal à se contenir. Il doit courir pour aller aux toilettes. Il est dans la rue, il est dans le train, il court pour aller se soulager. Il a aussi des problèmes d'érection. Parfois ça marche, très souvent ça marche pas. Donc là, l'organisme est touché. Il y a une destruction progressive de la gaine de myéline, c'est-à-dire c'est cette gaine qui entoure, pour faire simple, le système nerveux. On est dans les tout premiers symptômes qui sont violents, mais qui sont encore récupérables. Qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il a ces symptômes ? Étonnamment, il continue de consommer. Ça l'inquiète un petit peu, mais il va pas tout de suite chez le médecin. Parce qu'il est jeune, donc il y a une forme d'insouciance chez lui, parce qu'il a sûrement au fond de lui envie de continuer à consommer, et parce que les symptômes sont pas installés durablement. C'est-à-dire c'est douloureux, les symptômes du lundi sont pas ceux du mardi.
Mohamed se résout à consulter des médecins. Plus d'1 an après l'apparition des symptômes, on lui confirme qu'ils sont liés au protoxyde d'azote et qu'il faut arrêter d'en consommer. Il est soigné et il va mieux. Qu'est-ce qu'il se passe ensuite ? Il va retourner dans le quartier et il va recommencer à consommer. Donc là, il le dit très clairement, il dit qu'il est addict. Il ne peut pas s'en passer. Il me dit une chose un peu étonnante aussi, il me dit qu'il travaille, il a besoin de sa voiture. Donc pour s'amuser, il peut ni boire ni fumer. Et donc il se reporte sur le gaz hilarant. Mehdi, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que le jour où vous rencontrez Mohamed, le 18 novembre 2025, il est sur un lit d'hôpital. Qu'est-ce qui lui arrive ? Il est sur son lit d'hôpital avec une paire de béquilles à côté de lui, avec un fauteuil roulant. Je le vois, il est tout ratatiné dans son lit en fait. On le voit vraiment diminuer, pas fier d'être là. Et il m'explique que les symptômes sont revenus encore plus forts, avec des douleurs encore plus intenses aux jambes. Il a une paralysie au niveau des doigts de pied, toujours les problèmes urinaires, toujours les problèmes d'érection. Le médecin m'explique aussi qu'il s'est blessé à la jambe parce qu'il a voulu se lever, mais ses jambes ne le portaient plus. Est-ce qu'il a des chances de pouvoir remarcher normalement ? Oui, le médecin qui l'a pris en charge et qui gère tous ses patients à la clinique de l'Oiseau Blanc se disait plutôt optimiste. Par contre, il lui a rappelé plusieurs fois qu'il fallait surtout pas qu'il recommence. Parce que s'il recommence, il risque une paraplégie définitive. Le personnel de la clinique où est hospitalisé Mohamed et avec qui vous échangez a vu passer des cas encore plus graves que le sien, c'est ça ? Le médecin, donc Ali Khaled, me dit avoir été touché dans sa chair par 2 ou 3 patients. Parce qu'il y a d'abord une atteinte médicale, anatomique, mais il me parle aussi des conséquences psychologiques et familiales du gaz hilarant. Donc il me parle d'une jeune femme de 20 ans, de bonne famille, qui a un travail avec des parents aimants, enfin tout est réuni pour que ça se passe bien, et elle tombe dans cette drogue. Et en fait, en quelques semaines, elle chute, elle devient paraplégique. Elle consommait jusqu'à 4 bonbonnes par week-end, c'est assez costaud. Et il m'explique que c'est devenu un drame familial en fait. C'est-à-dire que ça a eu un impact sur l'ensemble de la structure familiale. Le père qui déboule aux urgences pour retrouver sa fille et apprendre en fait qu'elle consommait depuis des mois du gaz hilarant. Et vous avez le gaz hilarant qui s'invite dans ces familles avec une brutalité inouïe, parce que ça laisse pas de traces. Parce que quand un enfant fume du cannabis, on le voit. Quand un enfant consomme de l'alcool, on le voit, et là, ça laisse pas de traces. En fait, il y a ces espèces de parenthèses du samedi soir, et qui se referment en fait le lundi matin quand on reprend le boulot. Il me parle aussi d'un autre jeune qu'il a reçu à la clinique à 18 ans. Et ce jeune, c'est l'aîné d'une fratrie sans père. C'est-à-dire que la maman élève seule ses 4 enfants dans un quartier populaire, et ce jeune de 18 ans, c'est l'aîné, il travaille pour subvenir aux besoins de la famille. Et lui aussi va tomber dans le protoxyde d'azote. Et il va rester handicapé pendant plusieurs semaines, ne pas pouvoir travailler pendant plusieurs mois. Le problème physique et médical s'est transformé en problème social pour toute cette famille qui a été privée de ressources pendant des mois. Véronique Hunzinger, est-ce qu'il y a de plus en plus d'handicaps graves provoqués par le protoxyde d'azote ces dernières années ? Oui, très, très clairement. Alors, les toutes premières complications liées à un usage détourné du protoxyde d'azote avaient été constatées dans les années 90, mais c'était encore très rare et souvent les médecins aux urgences, quand ils avaient des patients, ils comprenaient pas tout de suite d'où venait le problème. Et en fait, le tournant a vraiment eu lieu au milieu des années 2010. Et donc, à ce moment-là, des addictologues ont mis en place un réseau pour un peu répertorier les cas graves, c'est-à-dire les gens qui sont venus à l'hôpital. On était autour de moins d'une dizaine de cas par an avant 2018, et puis après, c'est monté en flèche, environ 350 en 2021-2022, et aujourd'hui, on est à plus de 450 notifications par an. Mehdi Gerdane, au-delà des conséquences que le protoxyde d'azote peut avoir sur la santé, il est aussi à l'origine de plusieurs drames. Oui, on l'a vu récemment dans l'actualité. Il y a eu le 16 novembre une jeune femme de 18 ans qui a été retrouvée morte dans son appartement à Roubaix. On a eu aussi le jeune Mathis qui est décédé à Lille le 1er novembre, qui a été renversé par un conducteur qui avait consommé du protoxyde d'azote. On sait que l'alcool, c'est dangereux. On sait que le cannabis, ça peut être dangereux au volant. Mais c'est pas le cas du protoxyde d'azote. Elisabeth Gardet, dans une toute autre affaire, quelques semaines avant la mort de ce jeune Mathis qu'on vient d'évoquer, à la mi-octobre, un réseau de prostitution a été démantelé à Meaux en Seine-et-Marne, un réseau qui utilisait du protoxyde d'azote.
Oui, alors effectivement, ce réseau s'était organisé pour recruter des jeunes femmes âgées en moyenne de 16 à 20 ans. Elles étaient proposées aux clients via un site internet et le réseau de Proxénet gérait toute la logistique, c'est-à-dire l'allocation des appartements, la mise à disposition de vêtements, d'alcool, de cigarettes, de nourriture et de protoxyde d'azote. Alors comment ce gaz peut-il conduire à la prostitution concrètement ? Les professionnels qui sont en lien avec les mineurs vont faire le constat que le protoxyde d'azote fait désormais partie de l'arsenal des proxénètes ou bien des violeurs et qu'il a intégré une espèce de trio avec l'alcool et le cannabis. Ça veut dire qu'on va proposer à de très jeunes femmes qui par ailleurs peuvent déjà être vulnérabilisées par un parcours de vie très chaotique, on va les inviter à une soirée en leur disant « tu verras, c'est juste pour rigoler, il y a des ballons de protoxyde d'azote ». Les adolescentes, parfois très jeunes, ne se méfient pas. On commence à consommer du protoxyde d'azote au cours de la soirée. Très rapidement, on propose aussi de l'alcool et du cannabis. Il y a ce cocktail euphorisant, désinhibant, qui fait que très rapidement, si on a affaire à des proxénètes ou à des violeurs, la soirée dérive comme on peut l'imaginer. Au cours de ces soirées, il y a des photos qui sont réalisées, des films sur lesquels les gamines peuvent effectivement être complètement désinhibées et rigoler. Et on va se servir de cet état manifeste pour leur dire « regarde, tu rigolais, tout se passait bien, t'étais consentante ». Et les proxénètes vont ensuite mettre en place une forme de chantage en mettant en avant la dette et en leur disant « avec tous les produits qu'on t'a fournis, tu dois continuer à travailler pour nous ». Mehdi Gerdan, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour endiguer ce fléau, cette consommation massive et galopante de protoxyde d'azote ? Pour l'instant, il n'y a pas de loi. Donc, en attendant qu'une loi soit passée, il s'agit de multiplier les actions de prévention. À Mantes-la-Jolie, le patron de la clinique où j'ai rencontré Mohamed, qui s'appelle donc Arnaud Delbis, a lui créé une association pour rencontrer directement les collégiens dans leurs établissements et les alerter à la manière de ce qu'on voit sur les paquets de cigarettes. C'est-à-dire qu'il veut y aller avec un médecin. Dans l'idéal, il aimerait aller aussi avec des patients et leur parler des problèmes très concrets du gaz hilarant. Des jeunes ados, on va pas leur dire que c'est dangereux au volant parce qu'ils n'ont pas le permis. Par contre, si on leur dit que ça peut entraîner des problèmes d'érection, ça peut entraîner des fuites urinaires, ça peut peut-être leur faire comprendre que le gaz hilarant est dangereux. Les agences régionales de santé prévoient de multiplier les actions de prévention en 2026. Elisabeth Gardet, on sait aussi qu'une nouvelle loi pourrait voir le jour. Alors pour le moment, il y a simplement cette loi qui a été votée en mai 2021 et qui a instauré l'interdiction de la vente et l'interdiction de la cession à des mineurs. L'Assemblée nationale souhaite aller plus loin et interdire la vente à tous les particuliers, c'est-à-dire y compris les majeurs, dans tous les cas de figure. Pour le moment, les majeurs peuvent toujours en acheter dans les supermarchés ou bien sur Internet. La vente aux majeurs n'est interdite que dans les débits de boissons et les débits de tabac. On semble se diriger en 2026 vers une généralisation de cette interdiction pour tout le monde. Merci à Elisabeth Gardet, Mehdi Gerdan et Véronique Hunzinger. Code Source, c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Anaïs Godard, Clara Grouzis et Clémentine Spiller. Réalisation, Pierre Chaffanjon. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter Code Source et on vous remercie. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à liker nos épisodes sur YouTube, à laisser des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée. Et ne ratez pas non plus Crime Story, notre podcast fait divers, avec une nouvelle affaire criminelle racontée chaque samedi.